Bonjour, c'est Dani Ross de Human Connection. Alors aujourd'hui, notre sujet va parler de l'addiction aux drogues et à l'alcool, qui fait beaucoup de dommages. Et nous avons une personne fantastique que je vous présente aujourd'hui, Mario Saint-Amand, qui est acteur de cinéma et de théâtre et qui maintenant étudie à l'Université de Laval au Québec. Alors, Mario, comment vas-tu? Mais ça va très bien, merci de l'invitation, c'est gentil. Oui, bon, Mario, d'où tu viens? Eh bien, moi, je suis originaire de la Côte-Nord, de cette île. Donc, une ville qui, a priori, est une ville qui était habitée par les Autochtones, les Inuits, hein, qui étaient là 6 mois par année, puisque en tant que nomades, ils se déplaçaient beaucoup. Et puis, un jour, il y a un Autochtone qui a trouvé un dépôt de fer et qui a amené donc à un non-autochtone qui, lui, a donc trouvé le filon là pour pouvoir exploiter les terres de la Côte-Nord pour en faire, pour découvrir finalement le minerai, qui est le minerai de fer. Et puis, depuis, ben, les gens occupent, les non-autochtones occupent beaucoup tout ce territoire-là. Et puis, en 1978, une des mines a fermé, et ce qui a provoqué finalement un déplacement de tous les non-autochtones qui habitaient une grande partie de la Côte-Nord, finalement, cette île avait quand même à ce moment-là autour de 30 à 40 000 habitants. Et puis, nous, on a fait partie de ceux qui se sont déplacés vers la ville de Québec. Et puis, donc, je suis arrivé à l'âge de 8 ans à Québec. Intéressant, très intéressant. Et donc, à 8 ans, tu arrives à Québec avec ta famille. Et qu'est-ce que tu fais? Tu vas à l'école, j'imagine? Oui, ben c'est ça. Donc, mes parents ont eu la générosité de nous mettre les 6 enfants à l'école pensionnaire. Donc, ma sœur était chez les sœurs Ursulines et nous, les gars, on était chez les sœurs de Saint-Louis-de-Gonzague. Et puis, qui sont les sœurs grises, en fait. Et puis, donc, j'ai fait tout mon primaire chez les sœurs qui étaient des sœurs très sévères, qui avaient cette espèce de mandat de nous éduquer avec sévérité. Alors, on était assez malmenés par ces sœurs-là. On était, pour la plupart, battus par les sœurs. Donc, oui. Donc, battus, c'est-à-dire que s'ils ne nous battaient pas avec des règles, des maîtres qu'ils avaient, ben, ils nous baissaient le pantalon puis ils nous frappaient directement sur les fesses devant tous les élèves. Donc, on développait une forme de honte vis-à-vis de tous nos amis quand on est âgé de 6, 7, 8 ans, 9 ans. De se retrouver tout nu devant tout le monde, c'est pas évident. C'est de l'humiliation. Oui, beaucoup d'humiliation. Ouais. Et tu me disais que ça avait provoqué quelque chose au niveau de ta gorge. Ben en fait, c'est qu'à ce moment-là, donc enfant, les seules personnes qui peuvent nous venir en aide, qui peuvent faire en sorte qu'on se sorte de ce calvaire-là, c'est nos parents. Et puis les parents, ben, à ce moment-là, l'opinion qu'ils ont, c'est de dire, ben, si les sœurs vous battent et vous appliquent, ni plus ni moins, une forme d'éducation, de discipline, ouais, ben, c'est parce qu'ils ont raison de le faire. Alors, ce qui fait que ça a coupé toute possibilité de pouvoir être reçu de la part des parents à ce niveau-là, donc d'être compris, d'être entendu, d'être écouté. Alors, moi, j'avais des cours de chant par une sœur qui s'appelait Sœur Yvette. Et Sœur Yvette est décédée et les sœurs ne me l'ont pas dit, donc je suis revenu des vacances de Noël au pensionnat et donc c'est Sœur Germaine qui était celle qui était la plus sévère de toutes et qui faisait à peu près 200 livres de sévérité, qui m'a donné les cours de chant à partir de ce moment-là. Alors, ça a été assez calvérique. Donc, et j'ai développé des nodules sur les cordes vocales. Donc, ils m'ont empêché de pouvoir continuer mes cours de chant et de chanter. Heureusement, mes parents connaissaient un médecin à Québec à ce moment-là qui a pu me traiter sans m'opérer. Donc, il disait que s'il m'opérait, ben, qu'il m'enlevait les possibilités sur les cordes vocales de pouvoir les utiliser après ça pour chanter de nouveau. Alors, il m'a fait faire des exercices.
Et puis, donc, il m'a sorti de ce trouble-là, mais qui m'a donné ce grain de voix-là que j'ai, puisqu'il reste toujours des bosses sur les cordes vocales qu'il n'a pas pu traiter jusqu'au bout, mais qui ne sont pas... mais qui sont très sexy. Ah, ben, si on veut, ouais, ça a donné quelque chose de sexy, sexy, ouais. Voix un peu rock. Ouais. Bon, alors là, tu sors de l'école et vers 15-16 ans, tu te diriges où? Ben, vers l'âge de 15-16 ans, en fait, très jeune, je continue à suivre des cours de chant, mais ça ne donnera pas les résultats escomptés. Et je vais aussi, à ce moment-là, rencontrer une gang qui font de la musique. Et puis, donc, je me joins à eux, mais ils ne font pas que de la musique. Ils boivent de la bière, ils fument du pot. Naturellement. Donc, ils ont, ben, ouais, mais en fait, ils ont, à ce moment-là, moi j'ai 11 ans, ils ont 12, 13, 14, 15 ans, donc un peu plus vieux que moi, ils ont tous des mobylettes. Puis... Alors, étant donné que moi, à cet âge-là, je n'ai pas la possibilité de pouvoir m'offrir de la bière, puis bien qu'elle ait été offerte par un des parents, parce qu'ils ne voulaient pas qu'on est à l'extérieur Comme tous les parents. Comme tous les parents, du milieu dans lequel ils vivaient. Alors, c'est lui qui offrait la bière, mais bon, je ne peux pas acheter le pot, tout ça. Alors, j'ai commencé à fournir à toute l'équipe des chips puis de la liqueur que je volais au dépanneur. Oh. Alors, ce qui faisait que je me sentais donc quelqu'un d'important. Et apprécié dans cette communauté. Ben ouais, dans cette petite communauté. Jusqu'à ouais. temps que je me fasse prendre, évidemment, et puis que pour me servir une leçon, le propriétaire du dépanneur a fait venir la police, et puis là, mes parents m'ont mis en punition pendant un mois. Mais moi, j'avais découvert à ce moment-là quelque chose qui me venait en aide, c'est-à-dire le pot, à ce moment-là, me procurait une délivrance que je n'arrivais pas à retrouver à l'intérieur de la communication que j'aurais souhaité avoir avec mes parents. Donc, j'ai commencé à consommer et continuer à consommer malgré le fait qu'on m'a mis en punition pendant 2 mois dans la maison. Après coup, j'ai continué à consommer. On a déménagé au Lac-Saint-Jean et là est venue la possibilité de jouer au théâtre, de faire de l'improvisation. Et puis quand je suis revenu après ça avec la famille à Québec, eh bien, le professeur qui m'enseignait en secondaire 5, qui est la dernière année du secondaire avant de rentrer au cégep, ben, il m'a offert de préparer mes auditions pour aller à l'école de théâtre. Donc, à l'âge de 16 ans, j'ai fait mes auditions dans une école de théâtre et j'ai été reçu. J'ai fait le théâtre. J'ai débuté là, donc, ce qui s'appelait une école de théâtre, donc, qui s'appelait la possibilité de pouvoir aller faire un métier que je ne pensais pas qu'il existait. Qui existait à cette époque-là. Ben oui. Donc, à l'âge où j'avais, je ne pensais pas que je peux faire le métier d'acteur. Et à ce moment-là, enfin tout ce temps-là, on parle d'un espace de 4-5 ans, tu prends régulièrement de la drogue? Oui, bien c'est ça, effectivement. Donc, ça a commencé à l'âge de 11 ans et ça n'a jamais arrêté. Donc, j'ai continué à consommer drogue et alcool. Et puis, même quand j'étais à l'école, donc c'était bien vu de toute façon d'avoir tout le monde, de prendre un verre, de fumer un joint, d'avoir... À cette époque, c'est ça. Mais peut-être que toi, tu le faisais un peu plus à l'excès? Disons que je le faisais... Bien qu'à l'école de théâtre, j'avais trouvé un exutoire, j'avais trouvé un moyen de pouvoir me solliciter ce qui m'angoissait un peu de l'intérieur. Ouais. Alors, c'est certain que je me rendais compte que quand j'apprenais des textes, que je pouvais me transformer, que je pouvais vivre à l'intérieur d'un personnage, j'avais pas envie de consommer, j'avais pas envie d'aller là. Parce que déjà, je pouvais vivre quelque chose qui n'était pas toi. Oui, qui n'était pas moi, puis que j'arrivais à trouver une fuite, la recherche de la fuite, en fait, comme en parle si bien Henri Laborie dans L'éloge de la fuite, c'est-à-dire que j'avais la possibilité à ce moment-là de pouvoir fuir quelque chose qui t'habitait, qui m'exaspérait de l'intérieur, je ne savais pas c'était quoi. Ouais. Donc, quand tu joues au théâtre, là, tu es heureux, puis là, tu commences à avoir une vraie raison de vivre. Ouais. Tu appréciais de tes professeurs, tu appréciais des gens avec qui tu travailles. Ouais. Et ça t'amène où tout ça? Mais ça m'amène à me faire dire à la fin de la 2e année que je ne pourrais pas faire ce métier-là selon eux, puisque ma voix ne me permettra pas de pouvoir projeter adéquatement dans une salle de théâtre. Donc, on me remercie de l'école de théâtre. Alors, je pars avec mon backsack et puis je regagne Montréal. Et puis, à ce moment-là, ben,
je rencontre, la vie étant ce qu'elle est, je rencontre une amie qui était avec moi à l'école de théâtre, et puis qui me dit qu'elle va partir en Californie, mais que si je veux, je peux me rendre à telle adresse à Montréal, et puis je peux habiter sa chambre pendant quelques jours, puisqu'elle a laissé un matelas là. Et puis... Donc c'est ce que je fais. Et puis la fille, qui est la propriétaire de l'appartement qui m'accueille, m'offre de rester un peu plus longtemps, puis qu'elle va me trouver du travail pour que je puisse payer mon billet d'avion, parce que je veux aller faire carrière en Italie. En Italie, tu vois? J'ai déjà une propension italienne. Peut-être que tu as de l'italien dans le sang. Ah oui, Mario! Probablement Mario. Alors que j'ai zéro italien, j'ai zéro de mais ça. t'aurais pu, hein? J'aurais pu. Si ça t'appelait, il y avait quelque chose, mais la vie a fait que finalement... Mais la vie a fait que j'ai pas été là, et puis ça fait que j'ai rencontré des musiciens. Donc j'ai commencé à jouer de la musique, j'ai commencé à faire de la musique, j'ai exploité la partie de moi qui était appelée depuis l'âge de 8-9 ans. Et à ce moment-là, je rencontre aussi une femme qui s'appelle Danielle Fichot, qui va devenir mon maître de théâtre, en fin de compte, qui va me permettre de pouvoir recroire à la possibilité de pouvoir devenir acteur. Et donc, elle va me former, et puis je vais faire des auditions, et puis on va débuter à ce moment-là une petite carrière, début de carrière d'acteur à la télévision. Ouais, au théâtre, parce que j'ai commencé effectivement au théâtre Denis Pelletier, puis après ça à la télévision. Et à la fin des années 80, je décide que non, c'est assez, je veux partir en Italie. Alors je décide que pour moi c'est terminé, je pars en Italie. Mais j'ai un appel téléphonique qui va me retenir, et c'est Daniel, non pas Daniel, mais c'est Daniel Fichot qui me donne l'opportunité de faire cette audition-là. Et c'est Jeannette Bertrand qui va m'offrir un rôle à ce moment-là pour jouer un schizophrène. Et là va démarrer une carrière qui va m'appeler à faire des rôles de composition. Et comme tu l'as si bien dit, effectivement, à l'intérieur de tous ces rôles de composition, je ne trouve jamais le désir de vouloir jouer, de vouloir consommer alcool ou drogue. Les personnages m'amènent tellement loin que j'ai pas besoin de consommer. Ben c'est parce que tu vis ta passion. Quand tu fais ça, tu es à fond dans ta passion. Et je pense que quand on est dans notre passion, que ce soit ou l'alcool ou ça t'empêche d'aller dans une déprime, ça t'empêche d'aller dans une addiction. Quand tu es dans passion, tu es connecté, tu es avec ce que tu dois être, c'est ça? Absolument. Ouais. Et tu le dis très bien, parce qu'à ce moment-là, ma passion me permet de pouvoir vivre, de pouvoir me sentir vivant. Vivant, voilà. Comme j'avais le sentiment que je me sentais vivant quand je consommais de la drogue et de l'alcool. Bien sûr, c'est fun. Mais la différence avec le métier, c'est que la drogue et l'alcool ont un système d'habituation. Parce que c'est ce que j'étudie présentement à l'Université Laval de Québec. J'étudie donc à la faculté de médecine en dépendance. Et j'étudie aussi à la faculté d'anthropologie en études autochtones, parce que mon idéal, évidemment, c'est de travailler avec les Autochtones au niveau des dépendances de drogue et d'alcool. Mais donc, ce qu'on apprend au niveau des dépendances, c'est que à l'intérieur de tout le système nerveux central, il y a un système d'habituation qui se crée. Donc, à partir du moment où est-ce qu'on prend une bière, ben, ça va être une autre bière si le besoin est de caler un mal de vivre. Oui. Une bière va servir la première fois, mais lorsqu'elle est consommée au niveau de quelques jours, quelques semaines, ça ne sera pas assez. Donc, on va consommer une autre bière et une autre bière parce que l'habituation, c'est-à-dire qu'au niveau du système nerveux central, ce que ça envoie, la stimulation que ça crée au niveau des neurones, va provoquer un besoin de plus en plus grand. Ce qui fait qu'on devient, ça crée une addiction, ce qui fait qu'on devient... Tu tombes dans l'excès sans t'en rendre compte. Voilà. C'est ça. Parce que plus qu'on en prend, mieux qu'on se sent. Ce qui fait que lorsque je joue un rôle, plus le rôle est demandant, plus je stimule mon système au niveau des neurones qui sont les mêmes neurones finalement qui sont stimulés par les drogues ou par l'alcool. Et puis qui me donnent cette stimulation-là. Donc, je n'ai pas besoin de consommer. J'ai cette stimulation-là qui est là et qui répond à mon besoin. Donc, tu fais ce magnifique rôle et puis tu continues alors dans le cinéma?
Oui, je continue. Cinéma, télé, théâtre, ça s'enchaîne. Jusqu'en 98 où je décide d'acheter le restaurant que ma mère, elle, veut se départir. Et en même temps, j'ai un rôle à la télévision. En même temps, j'ai un rôle dans une série que je tourne à Québec. Alors, je voyage beaucoup en voiture. Et puis, entre les voyages de voiture et puis les rôles que je fais, je consomme. Et puis, à un moment donné, la fatigue me prend. Et puis, lorsque je reviens d'un tournage de Québec, je perds le contrôle de ma voiture, et puis je suis éjecté de ma voiture, je tombe dans le coma, et donc je subis plusieurs interventions au niveau médical qui vont m'amener à avoir une réhabilitation de 2 ans suite à une hospitalisation de 4 mois. Oui, oui. Tu es resté longtemps dans le coma, je crois. J'ai resté une semaine. Une semaine. En fait, ouais. J'ai resté une semaine. Quelque chose sur ton système nerveux aussi. Ça. Oui, oui. Mais ce qui est surtout arrivé, c'est que suite à cet accident-là, ça aurait pu être le signal. Oui, ça aurait dû. Ouais, comme col, tu dis, ça suffit, j'arrête. Ben oui. Puis non. Alors que non, puisqu'à ce moment-là, les médecins me donnent La morphine. Ben ouais. Et puis, cette morphine-là me ramène, ni plus ni moins, dans un besoin de vouloir caler le mal, parce que je sais que si j'avais pas autant fêté, j'en serais peut-être pas là. Donc, une forme de culpabilité qui va prendre le dessus sur ma volonté de vouloir m'en sortir, de vouloir... Et cette culpabilité-là me fait que je vais consommer, évidemment, les Dilodyl qu'on me prescrit, et puis va entrer, à un moment donné, le besoin de vouloir me guérir par moi-même. Alors, je vais dire au médecin, pas besoin de vos Dilodyl, j'ai fait pousser mon pote, et puis je vais me soigner par moi-même. Parce que... Ben pourquoi pas? Ben ça faisait du sens, un petit peu. Et c'est ce qu'on on retrouve à l'intérieur des recherches en ce moment. La recherche dit la même chose, c'est que les gens pensent que le cannabis va soigner, alors qu'il n'y a aucune recherche qui dit que le cannabis soigne. On est toujours dans la recherche. Le cannabis va amener davantage de problématiques. Au début. Un soulagement, mais c'est la même chose. Le système d'habituation va faire que un soulagement au début, mais on va avoir besoin de plus, de plus, de plus. Donc, et s'il y a lieu, on dit présentement au niveau des recherches que s'il y a lieu d'utiliser le cannabis pour soigner des problématiques, quelles qu'elles soient au niveau du corps, ça va être de l'ordre de 0,3 mg et non pas 3 grammes comme plusieurs prennent aujourd'hui par jour pour soulager des problématiques. Donc, on n'en est pas là. Et on sait très bien que les problématiques qui sont amenées par la consommation de drogue, de cannabis, même si elle est légiférée par le gouvernement puis elle est réglementée, peut amener des psychoses, donc peut rendre la personne encore plus malade qu'elle ne l'est, à l'intérieur même de, si c'est pas un mal-être, ça peut être aussi un trauma dû à un post-trauma, dû à un accident, dû à une maladie, dû à quelqu'un qui n'accepte pas un cancer, va vivre un post-trauma, va vivre un choc. Donc le post-trauma va l'amener dans une dépression, et puis pour arriver à combattre cette dépression, cette déprime-là, la personne va vouloir se stimuler, donc va prendre de l'alcool, va prendre de la drogue, et cette drogue-là et cet alcool-là va faire le même système d'habituation et va grandir, grandir. Donc, pour arriver à soigner une personne, il faut arriver d'abord à soigner son addiction. Et arriver à soigner son addiction, ça va nous permettre, après ça, de s'attaquer vraiment au trauma de la personne pour arriver à pouvoir la soigner. Et puis qu'elle puisse regagner un mieux-être, puis un goût de vivre. Donc, c'est ce que tu étudies en ce moment. C'est ce que j'étudie en ce moment, effectivement. Alors, le déclic, donc tu as cet accident, tu dis je vais pousser mon pote, puis au bout d'un moment, tu vois que ce pote est toujours addict. Quel est le moment, le point tournant où tu dis basta? Ben oui, c'est parce que là, dans la consommation de potes, arrivent des périodes de délire. Alors, j'arrête la consommation de potes, et puis je commence à consommer de l'alcool fort. Et puis l'alcool fort m'amène à la vodka, et la vodka à la Moskovskaya. Et puis là, bien évidemment, ça gèle, mais ça gèle dur. Et il y a des amis qui me trouvent donc dans un parc et m'amènent à ma maison aux Îles-de-la-Madeleine, qui est à 12 heures de route, 5 heures de bateau. Et je me réveille devant ma mère. Et je vois dans ses yeux quelque chose qui est semblable au Petit Prince qui va dire au buveur qu'est-ce que tu fais? Puis le buveur, il dit, je bois. Et pourquoi tu bois? Pour oublier
Pour oublier quoi? Pour oublier que je bois. Mais pourquoi tu bois? Pour oublier que j'ai honte de boire. Donc, la honte que je vis lorsque je vois que ma mère se rend compte que je suis donc c'est le petit enfant addict. qui est devant sa mère. Ben oui, c'est le petit enfant qui est devant sa mère. Ouais. Et ça, ce calvaire-là, je ne suis pas capable de le prendre. Donc, je quitte la maison de ma mère. Et puis, ça va prendre une semaine avant que je la rappelle. Et puis, qu'elle me donne le numéro d'un médecin que je vais contacter. Et que là, devant le médecin, je vais passer un petit test qui va mettre à l'appui le fait que j'ai un problème de consommation de drogue et d'alcool. Et que si je continue, ben, que je vais mettre fin à mes jours. Et, mais c'est ce que je veux aussi, mettre fin à mes jours. Tu voulais, oui. Ah ben, la souffrance était trop la grande. souffrance est tellement grande et tellement grandissante qu'on ne sait plus comment gérer ça. Oui. Et que l'alcool devient plus, la drogue devient plus le moyen de pouvoir atténuer cette souffrance-là, et puis qui est de plus en plus grandissante, parce qu'elle n'est pas uniquement souffrance de par le fait que je n'ai pas été écouté enfant, elle est souffrance parce que j'ai menti à des gens, parce que j'ai créé des heures tout au long de ma vie, et là je suis rendu à 39 ans, et puis tous ces mensonges que je ne sais même plus si c'est des mensonges ou c'est des vérités moi-même. C'est ce qui se passe quand on ment. Mais oui, exactement. C'est ce qui fait que devant des personnes, j'arrive plus à savoir si je leur ai menti ou je leur ai conté la vérité. Alors c'est moi-même qui est incapable de vivre. T'es face à toi-même, tu ne peux pas vivre avec toi. Plus capable de vivre avec moi-même. Est-ce qu'à ce moment-là, tu avais un petit noyau d'amis ou tu t'étais beaucoup éloigné, tu t'étais très seul avec ta drogue? Ah ben oui, c'est sûr que plus on avance, plus moi, si je parle pour moi, que j'avance dans ce cheminement-là de perte d'identité, eh bien c'est comme l'entonnoir, c'est-à-dire que j'arrive au bout et puis tout ce qui reste pour soulager mon mal de vivre, c'est moi et puis l'alcool que j'ai autour de moi, le besoin que j'ai de fuir, en fait. Et la fuite, comme le dit Henri Laborie, c'est la mort. La mort. Un être humain sans communication est un être mort. Sans connexion humaine. Sans connexion humaine est un être mort. Donc, c'est ce qu'il dit dans les livres de la fuite, et puis c'est ce qu'on apprend même à la faculté de médecine aujourd'hui. Okay. Alors, maintenant que tu t'en es très bien sorti, et ça se voit, et que tu es... Ça fait bientôt 15 ans que je consomme plus de drogue. Et c'est extraordinaire parce que maintenant tu veux être au service des autres, tu veux les aider, tu ne veux plus que... aucun humain tombe dans cet enfer de drogue et de dépendance, donc tu t'essayes de les aider. Ouais, voilà. C'est ça. C'est la bonne chose à dire parce qu'on ne soigne, on ne guérit personne. Non. On va tenter d'aider des personnes à pouvoir comprendre leur souffrance, leur mal de vivre, pour arriver à aller chercher des outils qui vont les aider eux-mêmes à pouvoir grandir et s'épanouir. Mais autrement, on ne peut rien faire si la personne ne veut pas comprendre. Parce que moi, je ne peux pas dire qu'en l'espace de 28 ans de consommation, il n'y a pas des gens qui sont venus à côté de moi pour me dire « Mario, je vais t'aider, Mario, je vais te venir en aide. » Tu n'étais pas prêt. J'étais pas prêt. L'impossibilité, c'est dans cette fuite constante de ne pas être capable de pouvoir gérer ce mal de vivre-là. L'acceptation, la fuite. La fuite totale. Oui, complètement. Ben écoute, c'est magnifique, c'est magnifique. Je trouve qu'à la fin, c'est quand même une belle histoire. C'est l'histoire de toute vie humaine. On a tous nos bibites ou nos petits traumas. Ben oui, puis ce qui est important, en fait, de comprendre à l'intérieur de tout ça, c'est que plus on vit à l'intérieur d'un mal qui est là, qui est placé à l'intérieur de nous, plus le désir de vouloir appartenir à un Mario Nec plus ultra va prendre de la place. Et ce Mario-là va tellement prendre de place qu'à un moment donné, il va être impossible à réaliser. Il va tellement être haut, il va tellement à satisfaire. Donc, ce qui fait qu'à chaque fois que je regarde ce Mario Nec plus ultra, là où est-ce qu'il est, je me décourage. Et quand je me décourage, je me dis que je suis pas bon. Et quand je me dis que je suis pas bon, mais tout ce que je peux faire pour arriver... Sabotage. Ben oui, à combler ce vide, ce mal-là, c'est de consommer de la drogue ou de l'alcool. Alors, à un moment donné, je redescends ce Mario Nec plus ultra, je le mets à hauteur d'homme, à hauteur des yeux, et je dis, toi, tu vas te réaliser à la hauteur que je suis rendu. Donc, tu vas devenir non pas celui que tu veux être, mais celui que tu es. Mais tu sais, je crois que même sans la drogue, je pense que on vit souvent ça. Tu sais, il y a toujours cette personne et finalement, en évoluant, c'est regarder qui suis-je vraiment. C'est ça. Je pense que, Dani, il faut comprendre une chose aussi, c'est que la drogue
est un objet Oui, oui, oui. au niveau de On mon appelle besoin ça, de oui, pouvoir oui, une soulager. soupape. C'est une Une soupape, soupape. oui. Mais ça peut être la cigarette, ça Oui, peut oui, être la oui. bouffe, ça peut être Le sexe, le sexe, ça peut être le besoin de s'habiller. Casino, oui, oui, Ben tout oui, ça. ça peut être le jeu. Le jeu. Et le jeu, Ça, c'est terrible. les problèmes de jeu, Ça, ça c'est fait un- aussi partie Ouais. Ouais. en ce moment des études médicales. Ah oui, c'est Parce qu'on c'est tente, fort. ni plus ni moins, de comprendre Ouais. au niveau, parce que ça crée le même système. Ouais. Au niveau du système nerveux central, C'est ça crée, l'addiction. cette addiction-là est créée par le même, le même phénomène de neurones qui est projeté en grande quantité et qui donne l'impression tout d'un coup d'être vivant, qui éveille. Oui, 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 oui. Donc, la cocaïne va donner ça, il y a plusieurs. Alors qu'une fois qu'on atteint un niveau où est-ce qu'on ne veut plus vivre ça, ben là, on va aller chercher des downers, on va aller chercher de l'alcool, on va aller chercher du pot, on va aller chercher d'autres drogues, Ouais. parce que l'alcool est une drogue, la cigarette est une drogue aussi. Donc, on va aller chercher d'autres drogues qui vont nous permettre de pouvoir endormir Tout ça. cette souffrance-là. Alors, après cette magnifique interview, où tu nous as vraiment expliqué les choses, ces addictions et tout, est-ce que tu as un message fort, ou en fait ton message que tu voudrais laisser aux gens qui nous écoutent? Je pense que si message il y a le désir de vouloir faire en sorte que les gens puissent apprendre tranquillement à s'accepter tels qu'ils sont et non pas tels qu'ils souhaiteraient être. C'est-à-dire de toujours ramener la barre à la hauteur des yeux pour arriver à s'accepter et à s'aimer tel qu'on est. Ça veut dire une chose. Ça veut dire que je vais apprendre à aimer et à accepter l'autre tel qu'il est et non pas tel que moi je souhaiterais qu'il ou qu'elle soit. Ce qui fait que si moi, je m'aime tel que je suis, avec tous mes défauts et toutes mes qualités, je vais aussi accepter l'autre avec tous ses défauts et toutes ses qualités. Oui. Donc, je n'exigerai pas de l'autre qu'il puisse être quelque chose d'autre que moi. Toi, tu aimerais, absolument. Je souhaite qu'il soit. Ouais, ouais. Alors, c'est ce que je souhaite Ton message. pour tout un chacun qui arrive à apprendre à s'aimer. Et quand j'apprends à m'aimer et que je m'aime tel que je suis, je deviens un attrait. Donc, je n'ai pas besoin de devenir pour les autres quelque chose que j'ai besoin d'acheter. Ouais. Comme moi, j'ai acheté l'amour, comme moi, j'ai acheté et que même j'ai saboté ça aussi, parce que je ne me pensais jamais, quand je l'avais, à la hauteur de ce que j'ai, parce que je ne m'aimais pas assez, donc je ne croyais pas que je méritais ça. Okay. Ben, les gens apprennent, comme je l'ai fait moi-même, à s'accepter, à s'aimer et à découvrir que les gens apprennent aussi à nous aimer et à nous accepter tel qu'on est. Très beau message. Alors, si vous avez aimé cette interview, mettez-nous un petit like et vous pouvez vous inscrire. Et si toutefois, parmi vous, vous avez des messages à nous donner de vie, d'exemples de vie ou de partager, s'il vous plaît, écrivez-nous à notre website. Merci.